François Bon, les carnets, alors qu'est-ce qui est compliqué dans les carnets? Que je fais trop de choses? Non, je fais pas trop de choses, c'est... je suis dans cette pièce, avec des livres, avec du temps, je n'ai pas d'activité salariée, c'est fini, c'est le web là qui devient... Le principe, c'est lire et faire part de ses lectures, au jour le jour, ouais. Et est-ce que c'est se forcer à chercher un sujet parce qu'on est oh là là, oh, t'as tes carnets à faire? Non, pas besoin de ça. Si je trouve rien, il n'y a pas de carnet. C'est pas grave. Si je suis fatigué, il n'y a pas de carnet. C'est pas grave. Bon, bah, il se trouve que t'es quand même là, dans tes livres, dans ta pièce, à ton bureau, et il y a toute cette activité là, des jours, c'est-à-dire que là, par exemple, jeudi, j'ai passé la journée là sur La Roche-Clermault et la Devinière, Seuilly, donc dans le petit territoire fictif de Rabelais. Je suis revenu avec 4 vidéos. Une déambulation, et puis 2 morceaux lus de Rabelais, et un voyage dans un auteur que je découvrais, Noël Dufay. Mais c'est pas de ça dont on parle. Mais ça, c'était jeudi, et jeudi, il y a eu un carnet que j'avais enregistré la veille au soir, et ça tombe bien, j'avais aussi enregistré celui d'hier, vendredi. Ce qui fait que vendredi, j'ai pu me consacrer là à dérocher, installer, importer. Je fais une sauvegarde là, dans un petit disque dur là, qui est celui-ci, qui doit être marqué Rabelais. Bon, bah, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Rabelais. Et une fois que c'est fait ça, une fois que c'est sauvegardé en sécurité, parce que sinon c'est les petites cartes SD dans les appareils, la carte SD aussi dans le petit Zoom F6 qui est là et qui me sert là à m'enregistrer pareil et qui est relié à l'ordinateur. Jamais un fichier numérique sur un seul support, donc il est là et là. Je peux l'effacer de l'appareil, recommencer à me servir de mon appareil. Hier, il y a eu une première vidéo Rabelais. Ce matin, il y en a eu une autre. Et puis là, vous savez que c'est l'atelier d'écriture hebdo. Je viens d'enregistrer mon atelier. Alors, en plus, tu vas faire un carnet. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est justement raconter ça. Alors, l'atelier d'écriture de ce dimanche, j'ai parlé de Julio Cortázar, cette histoire du journal qui passe de banc à banc dans la ville. Et puis, j'ai parlé d'un texte qui me tient énormément à cœur, dans Les Faussonniers de Nerval. Cette recherche d'un livre disparu, introuvable, et pourtant qu'on a bien vu une fois, quelque part. Et au milieu, vous avez l'histoire d'un phoque, tout ça, vous avez plein de trucs sur la presse, le feuilleton, plein de trucs justement. Et je me suis dit, tiens, si simplement le carnet aujourd'hui, et puis vous trouverez ça, Les Faussonniers de Nerval, sur Wikisource, ou si vous ne l'avez pas chez vous, mais justement, je voulais vous donner envie. Si vous voulez en savoir plus, allez donc voir l'atelier d'écriture, Atelier Hebdo. Vous savez que sur cette chaîne, il y a la chaîne là qui a été la mienne de 2009, qui est toujours la même, qui est toujours la mienne, qui s'appelle François Bon, le tiers-livre, mais maintenant où j'ai justement les Rabelais, où j'ai des ateliers d'écriture, où j'ai toutes les archives là, de tout ce que j'ai essayé d'explorer plus ou moins maladroitement là, toutes ces années. Et puis depuis bientôt 1 an, il y a cette chaîne là qui s'appelle Les Carnets, où là l'idée c'est justement de mettre en avant cette là il s'est passé ça aujourd'hui, et donc c'est ça dont je vais vous parler tout simplement. Et est-ce que c'était une bêtise ou pas de séparer les 2 chaînes? Bon, pas le lieu d'en parler maintenant, c'est trop tard. Donc si vous voulez en savoir plus sur Gérard de Nerval, la vie de l'abbé Bucquoy dans Les Illuminés, et le fait que la vie de l'abbé Bucquoy qu'il avait prévu d'écrire et qu'il écrit, il devait le faire depuis un livre du 18e racontant, là, mais à tout près, là, puisqu'il s'agit d'une histoire du XVIIe siècle, un livre qu'il a vu en Allemagne
et qu'il n'arrive pas à retrouver nulle part à Paris, ni en bibliothèque, ni dans les librairies d'anciens et tout ça, mais tout là, il va tout nous exhumer, nous faire ressortir. Et c'est incroyable de visiter la bibliothèque de l'Arsenal ou la bibliothèque nationale de cette façon, comme là d'errer dans Paris d'un marchand de livres anciens à un autre en 1850. Et comme dans l'atelier d'écriture, je parle là de ce qui m'apparaît moi un truc complètement génial, c'est-à-dire il publie donc la vie de l'abbé Bucquoy dans la revue des Deux Mondes sans avoir disposé du livre, mais en partant là de sources détournées, indirectes, et il avait signé d'abord un journal qui s'appelle Le National, et il écrit au directeur du National racontant qu'il ne peut pas publier l'histoire de l'abbé Bucquoy, puisque justement, il n'a pas trouvé le livre. Et le fait de chercher ce livre sans le trouver devient la suite de 3 feuilletons successifs, mais en temps réel. Même si ce temps réel est aussi en partie une fiction. Et si on l'écoutait un petit peu, Nerval, là, dans cette quête du livre introuvable. Il y a un mois environ, je passais à Francfort, obligé de rester 2 jours dans cette ville que je connaissais déjà. Je n'eus d'autre ressource que de parcourir les rues principales, encombrées alors par les marchands forains. La place du Römer, surtout, resplendissait d'un luxe inouï d'étalage. Alors, vous voyez, à la fois l'inscription de la ville, et une ville qui évidemment est tellement différente, parce qu'il n'y a pas de structure État encore, que nos villes en France, et Paris, le Paris qu'on a dans les nuits d'octobre, mais il y a ce souvenir d'un voyage précédent qui était en 1838, il était avec Alexandre Dumas. Et près de là, le marché aux fourrures étalait des dépouilles d'animaux sans nombre, venus soit de la haute Sibérie, soit des bords de la mer Caspienne. Il y a tout ces routes marchandes là d'Europe centrale. Alors évidemment, là, nous, il faut faire un petit saut mental. L'ours blanc, le renard bleu, l'hermine étaient les moindres curiosités de cette incomparable exhibition. Je viens de terminer un livre qui s'appelle Le détail du monde de Romain Bertrand, où toute une section est justement sur cette bascule, disons, de Darwin et Wallace jusqu'à là, au début du XXe siècle, sur comment apprendre sur les animaux, c'est-à-dire comment travailler notre savoir de ce qui nous entoure sans tuer. Et, énorme de tenir tout un livre sur ce rouage, ce changement, paradigme mental chez des gens qui, a priori, sont pourtant disposent de curiosité, de raison, d'intelligence. Ça, c'est une digression. L'ours blanc, le renard bleu, l'hermine. Ah ouais, mais ça donne ces phrases-là. Étaient les moindres curiosités de cette incomparable exhibition. Plus loin, les vers de Bohème, aux 1000 couleurs éclatantes, montés, festonnés, gravés, incrustés d'or, s'étalaient sur des rayons de planches de cèdre, comme les fleurs coupées d'un paradis inconnu. Et on n'est pas dans la poésie de Nerval, hein. On est dans le feuilleton, la presse, on est dans une lettre au directeur d'un journal qui va remplacer le feuilleton, mais le journal, eh bien, il laisse de l'encre au doigt et il ne fait pas d'archives, on écrit et ça disparaît derrière. Et pourtant, comme les fleurs coupées d'un paradis inconnu. Une plus modeste série d'étalages régnait le long de sombres boutiques entourant les parties les moins luxueuses du bazar. Donc vous voyez tout d'un coup là, hop là, cette sorte de marche arrière vers le plus pauvre, consacré à la mercerie, à la cordonnerie et aux divers objets d'habillement. C'étaient des libraires venus de divers points de l'Allemagne et dont la vente la plus productive, mais ça c'est déjà dans Rabelais, vous savez, les foires de Tübingen, aux foires prochainement venantes, et c'est dans cette industrie du livre de colportage, et dont la vente la plus productive paraissait être celle des almanachs, des images peintes et des lithographies.
le Volkskalender, almanach du peuple, avec ses gravures sur bois représentant les luttes populaires de Francfort et de Bade, les portraits de Hecker, les principaux membres de l'Assemblée nationale allemande, les chansons politiques, les lithographies de Robert Blum et des héros de la guerre de Hongrie, voilà ce qui attirait les yeux et les Kreuzer de la foule. Un grand nombre de vieux livres étalés sous ces nouveautés ne se recommandaient que par leur prix modique, et je fus étonné d'y trouver beaucoup de livres français. Oui, cette espèce de marche arrière, où tout d'un coup s'augmente la profusion, et à mesure que la profusion devient indiscernable, là, eh bien on a un livre ou des livres en français. Tu reconnais la langue à travers cette matière qui, elle, devient profuse et quasiment indiscernable. C'est que Francfort, ville libre, a servi longtemps de refuge aux protestants. Les huguenots, il y a plein de cimetières entiers à Berlin qui sont remplis de noms huguenots. Et comme les principales villes des Pays-Bas, elle fut longtemps le siège d'imprimeries qui commencèrent par répandre en Europe les œuvres hardies des philosophes et des mécontents français et qui sont restés sur certains points des ateliers de contrefaçon purs et simples qu'on aura bien de la peine à détruire. Il est impossible pour un Parisien de résister au désir de feuilleter. Pour un Parisien, tiens... Ah oui, mais tu publies dans un journal de Paris, donc cette connivence avec le lecteur, elle est importante aussi. Il est impossible pour un Parisien de résister au désir de feuilleter de vieux ouvrages étalés par un bouquiniste. Cette partie de la foire de Francfort me rappelait les quais, souvenirs pleins d'émotion et de charme. J'achetais quelques vieux livres, ce qui me donnait le droit de parcourir longuement les autres. Dans le nombre, j'en rencontrais un, imprimé moitié en français, moitié en allemand, et dont voici le titre que j'ai pu vérifier depuis dans le manuel de libraire de Brunet, évidemment des plus rares, ou Histoire du sieur abbé comte de Bucquoy, singulièrement son évasion du Fort-l'Évêque et de la Bastille, avec plusieurs ouvrages vers et prose, et particulièrement de la gamme des femmes, se vend chez Jean de la France, rue de la Réforme à l'Espérance, à Bonnefoy, 1719. Donc là, vous avez là, parce que dans les marches d'approche du cycle en cours sur la nouvelle, j'appelais cette description physique des livres. Le livre moins ce qu'il dit. Et là, c'est dans un catalogue de bibliographie, manuel du libraire de Brunet, la description de ce livre, incluant la vie de l'abbé Bucquoy. Le libraire m'en demanda 1 florin et 6 Kreuzer, on prononce cruche. Cela me parut cher pour l'endroit, et je me bornai à feuilleter le livre. Tu l'achètes, tu l'achètes pas, tu l'achètes, tu l'achètes pas, tu l'achètes, tu l'achètes pas. Si tu sais, comment tu regretteras de ne pas l'acheter. Eh oui, mais quand même, ça te paraît cher, donc tu ne l'achètes pas et tu t'en vas. Mais tu l'as lu, tu l'as feuilleté, là, debout, puisque tu avais acheté quelques... Il nous dit pas ce qu'il a acheté. Payez pas cher, les trucs populaires. Et pourtant, Nerval, comment il les utilise. Mais celui-ci, il va le lire, donc tu vas écrire ensuite peut-être, puisque tu ne retrouveras jamais le livre, uniquement sur le souvenir de la lecture, impossible à retrouver. Cela me parut cher pour l'endroit, je me bornais à feuilleter le livre, ce qui, grâce à la dépense que j'avais faite, m'était gratuitement permis, parce que si vous lisez chez le libraire, il vous regarde avec des gros yeux. Le récit des évasions de l'abbé de Bucquoy était plein d'intérêt, mais je me dis enfin, je trouverai ce livre à Paris, aux bibliothèques, ou dans ces 1000 collections où sont réunis tous les mémoires possibles relatifs à l'histoire de France. Je pris seulement le titre exact, et j'allais me promenais au Mindlust sur le quai du Main en feuilletant les pages du Volkskalender. À mon retour à Paris, je trouvais la littérature dans un état de terreur inexprimable. On est juste après 1848, par suite de l'amendement riancé à la loi sur la presse. Et là, hop là, tu entends dans un truc. Alors de quoi il s'agit ? Politiquement, on vient de prendre un arrêté contraignant les journaux à ne pas publier de fiction. Parce que, vous voyez Edgar Poe, dans les mêmes années exactement, quand il commence à inventer, par exemple, traverser de l'Atlantique en ballon, tu écris une histoire imaginaire, mais dans le cadre d'un journal où tout est... on peut en vérifier dans le réel l'existence.
Le journal transmet l'information de ce qui est. Toi, tu prends les mêmes codes. Et Jules Verne fera pareil, illustration comprise. Tu prends ces codes, tu prends cette grammaire narrative et tu installes une traversée de l'Atlantique en ballon. Par le fait même que ce soit publié dans le journal, cette traversée dans le ballon a été effectuée. Et Edgar Poe a commencé. Edgar Poe est devenu écrivain de fiction. Et voyez où ça l'emmène. Pas très longtemps, vous allez me dire. Donc on vient d'interdire en France, on est tout près là, du coup d'État de Napoléon III, etc., 2 ans après la Révolution de 48, là, on vient d'interdire aux journaux de publier de la fiction. Parce que ça trompe les gens, parce qu'on n'est pas éduqué à reconnaître les fake news. Eh oui, mais tous les auteurs qui en vivent, tous les auteurs, et ça va aussi pour les meilleurs, pour les plus grands. Si tu peux plus publier dans la presse, c'est pas le livre qui va remplacer, c'est pas le livre qui va te permettre de manger. Alors pour Nerval, là j'ai pas descendu le tome 1, c'est les critiques de théâtre, d'accord ? Mais si tu parles de ça dans le journal, dans la lettre au directeur du National, tu vas tomber sous le coup de la censure. Donc toi, tu parles de ce livre que tu n'as pas trouvé. Et parce que tu parles de ce livre et que tu ne tombes pas sous la censure, tu te mets à parler, là, de cette histoire-là, contre laquelle, politiquement, tu t'élèves. Mais est-ce que tu triches ? Est-ce que tu racontes une fiction ? Est-ce que tu racontes la fiction qu'est la vie de l'abbé Bucquoy ? Non. Tu racontes que tu cherches un livre. Donc ça, tu as le droit d'en parler dans la presse. Et tout d'un coup, mine de rien, ce petit texte de Nerval devient un monde là de caves superposées. Il était défendu aux journaux d'insérer ce que l'Assemblée s'est plu à appeler le feuilleton roman. J'ai vu bien des écrivains étrangers à toute couleur politique désespérés de cette résolution qui les frappait cruellement dans leurs moyens d'existence. Moi-même, qui ne suis pas un romancier, je tremblais en songeant à cette interprétation vague qu'il serait possible de donner à ces 2 mots bizarrement accouplés, feuilleton, roman. Je m'étais engagé depuis longtemps à faire pour vous un travail littéraire tel que ceux que j'ai pu faire insérer dans plusieurs revues ou journaux, et lorsque vous m'avez rappelé ma promesse, je vous ai donné ce titre, l'abbé de Bucquoy, pensant bien que je trouverais très vite à Paris les documents nécessaires pour parler de ce personnage d'une façon historique et non romanesque. Et vous comprenez en quoi les illuminés de Nerval, qui nous illuminent tant au-dedans, sans ce contexte de répression politique, n'aurait pas été un chemin d'écriture pour Nerval. Pour parler de ce personnage d'une façon historique et non romanesque, car il faut bien s'entendre sur les mots, le double intérêt scientifique et littéraire qui devait s'attacher à l'appréciation de la vie et des écrits de l'abbé Bucquoy vous décidant en faveur de ce travail, lequel rentre dans une série d'études, qui deviendra les Illuminés, mais qu'il appelle études, dont j'ai publié déjà quelques parties. Voici maintenant ce qui m'est arrivé depuis que l'abbé Bucquoy a été annoncé dans le National. Je m'étais assuré de l'existence du livre en France. Je l'avais vu classé non seulement dans le manuel de Brunet, mais aussi dans la France littéraire de Quérard, toujours les manuels de bibliographie. Il paraissait certain que cet ouvrage, noté, il est vrai, comme rare, se rencontrerait facilement soit dans quelques bibliothèques publiques, soit encore chez un amateur, soit chez les libraires spéciaux. Du reste, ayant parcouru le livre, ayant même rencontré un second récit des aventures de l'abbé de Bucquoy dans les lettres si spirituelles et si curieuses de Madame Dunoyer, donc voilà, il nous cite là ce qui lui servira de source indirecte pour l'écriture du texte des Illuminés, je ne me sentais pas embarrassé pour donner le portrait de l'homme et pour écrire sa biographie selon des données irréprochables. Je ne vais pas tout lire. Mais vous voyez la joie dès lors qu'on laisse Nerval parler à côté de nous, devant nous. On a l'impression que tu lui mets la main sur le dos, et puis tu avances avec lui. Mais là, tu continues sur la censure, mais oui, de cette façon tellement rusée, ironique. Juste une visite à un bibliophile.
Je parlais dernièrement de mon embarras à un savant qu'il est inutile de désigner autrement qu'en l'appelant bibliophile. Il me dit « Ne vous servez pas des lettres galantes de Madame Dunoyer pour écrire l'histoire de l'abbé de Bucquoy. Le titre seul du livre empêchera qu'on le considère comme sérieux. Attendez la réouverture de la bibliothèque. Elle était alors en vacances. » Et vous ne pouvez manquer d'y trouver l'ouvrage que vous avez lu à Francfort. Je ne fis pas attention au malin sourire qui, probablement, pinçait alors la lèvre du bibliophile. Et le 1er octobre, je me présentais l'un des premiers à la Bibliothèque nationale. Monsieur D. est un homme plein de savoir et de complaisance. Il fit faire des recherches qui, au bout d'une demi-heure, n'amenèrent aucun résultat. Il feuilleta Brunet, Quérard, y trouva le livre parfaitement désigné, me pria de revenir au bout de 3 jours. On n'avait pas pu le trouver. Peut-être cependant, dit M. D. avec l'obligeante patience qu'on lui connaît, peut-être se trouve-t-il classé parmi les romans. Oh, je frémis. Parmi les romans, parce que tout le truc de la censure, là, son échafaudage si fragile ne tient plus. Mais c'est un livre historique, cela doit se trouver dans la collection des mémoires relatifs au siècle de Louis XIV. Ce livre se rapporte à l'histoire spéciale de la Bastille. Il donne des détails sur la révolte des Camisards, sur l'exil des protestants, sur cette célèbre ligue des faux sauniers de Lorraine, dont Mandrin se servit plus tard pour lever des troupes régulières. Je saute encore, mais juste pour finir. On a souvent parlé des abus de la bibliothèque. Ils tiennent en partie à l'insuffisance du personnel, en partie aussi à de vieilles traditions qui se perpétuent. Ce qui a été dit de plus juste, c'est qu'une grande partie du temps et de la fatigue des savants distingués qui remplissent là des fonctions peu lucratives de bibliothécaires est dépensée à donner aux 600 lecteurs quotidiens des livres usuels qu'on trouverait dans tous les cabinets de lecture, ce qui ne fait pas moins de tort à ces derniers qu'aux éditeurs et aux auteurs, dont il devient inutile dès lors d'acheter ou de louer des livres. Il y a toute cette problématique-là de l'économie du livre. Balzac aussi en parlera tout le temps. On l'a dit encore avec raison, un établissement unique au monde comme celui-là, donc la Bibliothèque de France, maintenant, ne devrait pas être un chauffoir public, une salle d'asile. Ne devrait pas être un chauffoir public, une salle d'asile. Ouais. Pas mal de médiathèques dans les périphéries qui aujourd'hui assument le contraire, dont les hôtes sont en majorité dangereux pour l'existence et la conservation des livres. Cette quantité de désœuvrés vulgaires, de bourgeois retirés, d'hommes veufs, de solliciteurs sans place, d'écoliers qui viennent copier leur version, de vieillards maniaques comme l'était ce pauvre Carnaval qui venait tous les jours avec un habit rouge, bleu clair ou vert pomme avec un chapeau orné de fleurs, mérite sans doute considération, mais n'existe-t-il pas d'autres bibliothèques et même des bibliothèques spéciales à leur ouvrir? Il y avait aux imprimés 19 éditions de Don Quichotte. Aucune n'est restée complète. Les voyages, les comédies, les histoires amusantes comme celle de Monsieur Thiers, de Monsieur Capfigue, l'almanach des adresses sont ce que ce public demande invariablement depuis que les bibliothèques ne donnent plus de romans en lecture. Je finis là-dessus. Voilà. Ma journée d'aujourd'hui, c'était là-dedans.